Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Bonsoir, je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Ce soir, l'assassin entre en scène. La lettre était arrivée le lundi matin à mon domicile. Avant de l'ouvrir, déformation professionnelle oblige, j'avais remarqué qu'elle avait été postée à Paris le samedi matin et que l'expéditeur, dont le nom et l'adresse figuraient au dos de l'enveloppe, était Étienne de Mazières. J'avais connu Étienne de Mazières quand j'étais enfant et qu'il venait passer ses vacances à Carantec chez mes parents. Ma mère lui louait une chambre pour le mois d'août et le grand plaisir d'Étienne, c'était d'aller chaque jour à la pêche avec mon père et Titou, le matelot. Il m'arrivait souvent de les accompagner pendant les congés scolaires. On partait de très bonne heure et, vers 10 heures du matin, on cassait la croûte. On buvait sec et on riait beaucoup en chantant à tue-tête les chansons paillardes qu'Étienne m'avait apprises. Il avait le pied marin, et comme disait mon père, pour un homme de la ville, il se tient bien sur un bateau, il se tient bien à table, il mériterait d'être breton. Quand on avait fini de relever les casiers à homard, on rentrait à la maison où ma mère avait fait des crêpes en l'honneur d'Étienne, et on ouvrait une bonne bouteille de cidre bouché. C'est lui qui m'avait appris à aimer la poésie, les beaux textes classiques, les comédies de Molière, les tragédies de Racine. Étienne était comédien ou régisseur quand il n'avait pas trouvé d'engagement. Enfin, il naviguait dans le théâtre et il s'y trouvait aussi à l'aise que sur le bateau du patron pêcheur Kermadec. À table, il ne cessait de déclamer pour le plus grand plaisir de ma mère. « Madame, c'en est fait, et vous êtes servie. Pyrrhus rend à l'autel son infidèle vie. » Et il lui arrachait des larmes quand il disait, avec des trémolos plein la voix, « Que le jour recommence ou que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. » De temps en temps, il m'emmenait flâner dans les rues de Carantec et je revenais toujours les joues barbouillées de chocolat et les poches pleines de carambars et de Mistral gagnant. Et puis, le temps avait passé. J'avais grandi, j'avais poursuivi mes études, fait mon service militaire, j'étais entré dans la gendarmerie et on s'était perdu de vue. Mais de loin en loin, j'avais de ses nouvelles par mes parents qui l'aimaient beaucoup. Il venait toujours passer ses vacances à Carantec et il disait toujours des vers. « Vous vous troublez, madame, et changez de visage. Lisez-vous dans mes yeux quelques tristes présages. » Je me décidai à ouvrir l'enveloppe. J'étais assez intrigué, car c'était bien la première fois que je recevais une lettre d'Étienne. Il correspondait avec mes parents à l'occasion des vœux du Nouvel An ou des anniversaires, mais les relations épistolaires s'arrêtaient là. La lettre commençait ainsi. « Mon cher Yann, il y a bien longtemps que je ne t'ai vu. La dernière fois, c'était, je crois, juste avant ton départ pour le service militaire. Ça ne date pas d'hier. Mais je suis toujours un fidèle de Carantec, et avec tes chers parents, on parle souvent de toi. Grâce à eux, j'ai suivi étape par étape toute ta carrière dans la gendarmerie, et je sais que maintenant, tu as le grade de commandant. Après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de m'adresser à toi, le fils de mes amis, et de te confier ce qui, depuis des jours et des jours, empoisonne ma vie. Voilà en détail tout ce qui est arrivé. Tu sais que je travaille en tant que régisseur au théâtre Harlequin à Paris. Tout a commencé le 17 décembre. La représentation devait avoir lieu à 21h. Comme chaque soir, depuis le début de la saison,
J'avais fait ma mise en place, préparé les accessoires, rempli les bouteilles et la carafe de whisky avec un mélange de ma composition. J'avais vérifié le bon fonctionnement de la sonnette, du magnéto et du rideau de fer. J'avais passé l'aspirateur sur le plateau. Bref, tout était prêt. J'entendais, venant de la loge de l'habilleuse, le ronflement du fer à vapeur avec lequel elle repassait les costumes de scène des comédiens. Du côté des loges des artistes, la belle Emmanuelle Verne était, comme d'habitude, la première arrivée. Enveloppée dans un peignoir moelleux, elle se préparait longuement, ondulant ses cheveux, peignant ses ongles et recouvrant son beau visage d'un maquillage savant. Vers 20 heures, la petite Nicole, qui jouait la soubrette, était venue m'embrasser gentiment, après avoir salué l'habilleuse. Peu à peu, le reste de la troupe avait fait son apparition. Georges Pourret, le comique, Ève Seurat, la jeune première, François Gaillard, le jeune espoir qui monte, et, venant des loges, on entendait un joyeux tintamarre ponctué d'éclats de rire. À 20h45, j'avais fait ma première annonce. « Mesdames et messieurs les comédiens, bonsoir, la représentation commencera dans un quart d'heure. » Montant de la salle, on entendait ce brouhaha caractéristique des spectacles qui affichent complet, le bruit confus de la salle bondée dont les spectateurs ont retenu leur place depuis longtemps. Il y avait en plus cette euphorie qui précède les fêtes de Noël et qui s'empare du public, qui s'installe bien au chaud pour 2h30 de plaisir et de rêve. Et tout à coup, j'avais entendu claquer la lourde porte d'accès aux loges. Ça ne pouvait être que Verdurin. Il n'y a que lui pour claquer ainsi cette malheureuse porte qui un jour finira par tomber en morceaux. Depuis ma cabine de régie, j'entendais, comme chaque soir, Verdurin qui pérorait, se vantant d'être le plus beau, le plus intelligent, le plus malin, le plus talentueux. Pas plus tard qu'hier, il s'était même vanté d'être le comédien le mieux payé de Paris, et il m'avait avancé des chiffres. Quel salaud! Il disait ça devant moi, moi qui gagne à peine le SMIC. Mais ce qui m'exaspère le plus en lui, c'est qu'il a beau être goujat, grossier, prétentieux, elles sont toutes folles de lui. Il paraît même que la patronne, la directrice du théâtre, a été sa bonne amie il n'y a pas si longtemps. Le mois dernier, c'était la belle Emmanuelle qui en pinçait pour lui. Ève Seurat, la jeune première, tout le monde le sait, c'était il y a 3 mois. Quand Verdurin l'a laissé tomber, elle a tenté de se suicider. Tous les journaux en ont parlé, d'ailleurs. Même la petite Nicole, la jolie soubrette, qui m'avait pourtant l'air plus futée que les autres, est tombée dans les bras de cet imbécile. Ça fait 3 soirs qu'il la raccompagne dans sa grosse voiture, après la représentation. Et ça veut tout dire. À 20h55, j'avais fait ma 2e annonce en coulisses. Mesdames et messieurs les comédiens, la représentation commencera dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Veuillez vous préparer à entrer en scène, s'il vous plaît. C'est toujours à ce moment-là que Verdurin s'agite comme un beau diable. « Odette! Où est l'habilleuse? Où est ma chemise? Où sont mes chaussettes? Oh, Odette! Odette, mission de confiance. Va me chercher un café et surtout, va dans la salle applaudir mon entrée. » Et cette pauvre Odette qui est aussi toquée de lui que les autres. « Oui, monsieur Verdurin, j'y vais tout de suite, monsieur Verdurin. Voilà vos chaussettes, monsieur Verdurin. » À 21h, la rumeur venant de la salle était celle des jours où le public a du talent. Avant même que le rideau soit levé, je peux la reconnaître. Mesdames et messieurs les comédiens, en scène, s'il vous plaît, en scène. Et la représentation avait commencé. Verdurin était en pleine forme. La petite Nicole y était peut-être pour quelque chose. Le public applaudissait chaque entrée et tous les effets de Verdurin faisaient mouche. C'était vraiment une représentation exceptionnelle. Ève Seurat, elle, faisait grise mine. Pendant le monologue de Verdurin, au début de la pièce, je peux observer les comédiens. Ils sont tous là dans le foyer du théâtre, bavardant ou feuilletant des journaux. Emmanuelle et Georges Pourret jouent au Scrabble et se disputent immanquablement. Ève se remaquille et Nicole fait du yoga. Ce que le public ne sait pas, c'est que pendant le déroulement du spectacle, un autre spectacle a lieu en coulisses.
Ève Sera se préparait à faire son entrée. Je me souviens parfaitement. Elle venait de se repoudrer devant la glace et elle a pris le revolver que j'avais préparé en début de soirée et déposé sur la table avec les autres accessoires. Et elle est entrée en scène. Au moment où elle tire sur Verdurin, il y a eu un coup de feu, comme tous les soirs. Jusque-là, rien d'anormal. En coulisses, nous n'avons pas bougé, on a l'habitude. Quand Ève tire sur son partenaire avec le revolver chargé à blanc, il y a toujours un murmure de frayeur venant du public, et puis on entend distinctement la voix de la comédienne qui crie « Tu l'auras voulu !» Et le public applaudit. Ce qui nous a paru étrange, après le coup de revolver, c'est le murmure qui s'est un peu transformé en tumulte, et Ève qui, sortant de scène en titubant, balbutiait d'une voix tremblante « Je l'ai tué, je l'ai tué !» Voilà. Verdurin était mort, assassiné. Quelqu'un avait remplacé la balle à blanc par une vraie balle. Qui avait tué la vedette du théâtre de l'Arlequin? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. La lettre d'Étienne de Mazières continuait ainsi. J'ai baissé le rideau immédiatement et j'ai fait une annonce pour demander au public de quitter la salle. Le médecin de service est monté sur scène et n'a pu que constater le décès de Verdurin. Un vent de panique soufflait sur le théâtre. Certains spectateurs ne voulaient pas quitter leur fauteuil, espérant que le rideau se relèverait et que le spectacle reprendrait. Les comédiens, consternés et silencieux pour une fois, étaient réunis dans le foyer où le médecin essayait de calmer Ève Sera en pleine crise de nerfs. Je fis une seconde annonce pour demander au public de sortir et d'aller se faire rembourser à la caisse. Puis la police est arrivée et l'enquête a été menée tambour battant. Encore sous le choc, Ève Sera ne savait que répéter « Je l'ai tué, c'est moi qui l'ai tué !» Et c'est entre deux policiers qu'elle a quitté le théâtre. Le lendemain, dans la presse, il y avait sa photo en première page, à côté de celle de Verdurin. « Crime passionnel au théâtre Arlequin ». Tu as dû en entendre parler, Yann. Tous les journaux racontaient l'affaire. Ils expliquaient que Ève était en analyse, extrêmement fragile psychiquement, et qu'elle était éperdument amoureuse de la vedette du spectacle qui, de tempérament volage, l'avait très vite délaissée, et cette déception amoureuse l'avait complètement détruite. Alors, dans son esprit malade, elle avait réalisé que le meurtre était la seule solution. Et l'idée de tuer Verdurin avait dû s'immiscer en elle insidieusement. Changer la balle du revolver avait dû être pour elle un jeu d'enfant. Le revolver était placé, comme tous les soirs, au même endroit, et chacun jouait avec, dans les coulisses, avant d'entrer en scène. Ève avait donc dû enlever la balle à blanc et mis une vraie balle, tout cela en quelques secondes. Elle s'était accusée, et puis s'était enfermée dans son mutisme. Tout était contre elle. Même son psychiatre, qui expliquait, à qui voulait l'entendre, les raisons du geste de la criminelle. Pour lui, bien évidemment, cette affaire était une excellente publicité. Mais je sais bien, moi, qu'Ève est innocente. Je sais bien, moi, qui a tué Verdurin. Je te l'ai dit, Yann, je n'ai pas quitté la régie ce soir-là. Je sais qui a manipulé le revolver. Je te l'ai dit, tous les comédiens y touchaient avant d'entrer en scène. D'ailleurs, la police a trouvé les empreintes de chacun d'entre nous sur l'arme du crime. Oui, Yann,
Je sais, moi, qui avais de bonnes raisons d'assassiner la vedette du spectacle le plus couru de l'année. Je vais te dire, Yann, qui a tué Verdurin. Celui qui a mis une vraie balle dans le revolver est un comédien qui avait débuté en même temps que Verdurin, comme lui, élève au conservatoire, qui avait été son ami, son confident, qui avait eu les mêmes rêves, les mêmes espoirs, qui avait autant de talent, mais beaucoup moins de chance. Un comédien qui avait eu des seconds rôles, puis des petits rôles, puis des rôles de plus en plus insignifiants, et pour finir, plus de rôle du tout, jusqu'au jour où, pour vivre, pour subsister seulement, il avait accepté d'être le régisseur du théâtre. Oui, mon cher Yann, j'ai tué Verdurin parce qu'il ne méritait pas de vivre. Il ne méritait pas d'être une vedette. Je l'ai tué parce qu'il était méchant, cruel, mesquin, prétentieux, mais surtout, Yann, surtout parce que la petite Nicole, il n'aurait pas dû y toucher. Tu sais, mon grand, Nicole, c'est tout ce qui me restait à moi d'espoir sur la terre. Non, la petite Nicole, fallait pas qu'il y touche. Tu dois croire que, comme un vieux fou, je m'étais entiché de cette petite, mais non, non, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Nicole, c'est une longue et vieille histoire. Permets-moi en 2 mots de te la conter. Quand j'étais élève au conservatoire, il y a de cela fort longtemps, j'étais très amoureux d'une ravissante comédienne dont la passion pour moi ne dura qu'1 saison, le temps de faire un très beau bébé. Et puis la belle comédienne devint une vedette. Elle épousa un producteur connu qui éleva l'enfant et lui donna son nom. Tandis que moi, je ratais ma carrière et je restais dans l'ombre. Tu l'as compris, Yann. Nicole est ma fille. Mais elle n'a jamais su que j'étais son père. Ni sa mère, ni moi ne le lui avons dit. J'étais son parrain, son vieux parrain. Et de loin, je veillais un peu sur elle. Elle était devenue ma passion, ma dernière passion, la plus belle. Alors tu imagines aisément, mon cher Yann, quand j'ai su que Verdurin posait ses sales pattes sur elle, combien je me suis inquiété, combien j'ai souffert. Je les surveillais discrètement. J'ai bien vu qu'elle était folle de lui, que pour la première fois de sa vie, elle aimait vraiment un homme. Mais lui, ce salaud, allait brutalement mettre fin à leur aventure. Elle ne le savait pas, elle, mais moi, j'avais surpris une conversation dans la loge d'Emmanuel Verne, avec laquelle Verdurin avait renoué la veille. Je n'ai pas supporté qu'il se moque ainsi de ma petite Nicole. Elle ne méritait pas cela. Elle était belle, jeune, sincère, confiante. Et elle allait cruellement souffrir par la faute de cette ordure sans scrupules. Alors, j'ai décidé de punir Verdurin pour tout le mal qu'il avait fait autour de lui. Mon cher Yann, quand tu recevras cette lettre, je serai loin, très loin. Mais je te demande de faire le nécessaire pour Ève Seurat, qui est innocente. Je t'embrasse, mon grand, ainsi que tes chers parents qui ont été pendant tant d'années mes seuls et vrais amis. Kenavo, Yann. Kenavo. Signé Étienne.
J'appelai aussitôt au quai des Orfèvres à Paris le commissaire divisionnaire Tiguet, avec qui j'avais souvent eu l'occasion de travailler et avec qui j'étais resté en amitié. Je lui relatai brièvement les faits et lui envoyai par fax la confession d'Étienne. Peu de temps après, ce que je craignais m'était confirmé. On avait retrouvé Étienne de Mazières mort à son domicile. Il avait absorbé une forte dose de barbiturique. Cet été, mon père et son nouveau matelot iraient seuls à la pêche. Et ma mère ne pleurerait plus en écoutant les merveilleux vers de Racine. Étienne était devenu, enfin, malgré lui, un héros de tragédie. Je n'écoute plus rien, et pour jamais, adieu. Pour jamais. Ah, Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Bonsoir.